Bonjour à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Alors aujourd'hui on reprend l'heure normale, on reprend le rythme normal, avec donc trois petites choses. La première chose, c'est un témoignage que j'ai reçu, enfin que j'ai reçu non, qui est encore une fois sous mon article Guérir à Oran, dont je reviendrai dans la dernière partie d'ailleurs. Ensuite, la Posada Espagnola. Ça, c'est vraiment la photo la plus belle que je connaisse de la Posada Espagnola. Mais en fait, cette Posada, elle est au niveau de la place Emra. Et j'en entends pas beaucoup parler. Enfin, c'est surtout qu'il n'y a pas tellement de documentation dessus. Donc, j'avais pas mal bataillé pour trouver des choses. Et j'en avais trouvé un petit peu. Mais enfin, pas grand chose. Et dernière chose, l'écho de l'Oranie, ici. Alors, ça, c'est une photographie qui date de 56, enfin dans les années 50 en tout cas. On est au niveau du plateau Saint-Michel. Je l'avais partagé sur ma page il y a quelques années. Je crois que je l'ai repartagé peut-être cette année. Mais c'est surtout pour vous parler de l'écho de l'Oranie parce que j'ai été contacté, notamment à cause de l'article Guérir à Oran. Donc, on attaque avec le témoignage. J'espère que ça va. Je trouve que mon image est en train de saccader un peu. J'espère que vous arrivez à y voir quelque chose et à entendre aussi, surtout, à vrai dire. Alors, sous l'article Guérir à Oran. Salut Marie-Ange. Sous l'article Guérir à Oran, j'ai une dame qui m'écrit un commentaire que je trouve très intéressant encore une fois. Elle écrit: j'en suis partie à 4 ans. 4 ans, 3 points d'exclamation. Je ne me souviens de quoi. C'est diffus et c'est intense, c'est comme cela. J'ai gardé tous les papiers, les photos, j'ai tanné et j'ai pilonné pour que ma mère écrive l'histoire de la famille, et elle l'a fait. 3 points d'exclamation. Salut Dominique. Je vis ma vie, mais je ne pourrais pas vivre sans tout cela. Cela me nourrit, me porte, me soutient. Je n'en parle jamais, mais je suis de ce pays et je le serai toujours. Merci pour votre témoignage qui me touche beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui en est parti à 4 ans. On est donc dans cette petite portion de personnes là qui ont connu l'Algérie, donc qui sont des pieds noirs pour moi en tout cas, mais enfin qui l'ont connu très peu, qui ont des souvenirs diffus, voire pas de souvenirs du tout, et qui sont presque, dans mon cas, je dis presque, parce que mine de rien, ils ont quand même touché le sol de l'Algérie. Salut Annie, ils ont quand même touché le sol de l'Algérie et ils sont travaillés d'une manière différente de moi, mais enfin ils se retrouvent confrontés à des problèmes souvent identiques aux miens. Salut Vevnieg, souvent identiques aux miens, j'en suis parti à 4 ans, et elle souligne bien 4 ans, point d'exclamation. Je me souviens de quoi? Point d'interrogation, ça veut dire de pas grand-chose, c'est diffus, c'est intense. J'ai gardé tous les papiers, les photos, j'ai tanné et j'ai pilonné pour que ma mère écrive l'histoire de la famille, et elle l'a fait. Ben ça, je trouve que c'est vraiment très important. Alors quand j'ai ce genre de témoignages, je les envoie, et je ne les garde pas pour moi, parce que je considère que c'est vraiment fondamental d'arriver à tanner et pilonner ses parents, tout en faisant très attention, parce que derrière, il y a du traumatisme, donc on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Salut, oui, oui. On ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi malgré tout, mais en fin de compte, quand même, c'est quelqu'un qui avait très peu de souvenirs et qui a pilonné, tanné, ce sont ses termes, sa mère pour qu'elle écrive l'histoire de la famille, et elle l'a fait, la mère. Du coup, elle écrit dessous: je vis ma vie, mais je ne pourrais pas vivre sans tout cela. Cela me nourrit, me porte, me soutient. Ça veut dire quand même que ce qu'elle a réussi à récupérer de sa mère, ce petit livre, j'imagine, ça lui permet de se soutenir, de se fabriquer un socle et de tenir. Et je n'en parle jamais, ça c'est encore quelque chose qui est très fort, mais il faut dire que de mon point de vue, il n'y a pas de lieu réel où on peut en parler. Et peut-être que je reviendrai d'ailleurs sur ce problème dans la dernière partie où je parlerai de l'écho de l'Oranie, parce que de mon point de vue, il n'y a pas de lieu où on peut parler de ça, ce qui est bien que les gens, ils sont souvent tout seuls avec cette histoire-là. Mais enfin, elle a tanné sa mère pour qu'elle récupère des souvenirs et quelque chose sur quoi s'appuyer pour pouvoir garder quelque chose. Et je n'en parle jamais, mais je suis de ce pays, et je le serai toujours. Ça veut dire que, quelque part, c'est son socle. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et fabriquer un livre, bien souvent, c'est se fabriquer quelque chose en dur sur lequel on peut s'appuyer. Merci pour votre témoignage qui me touche beaucoup. Demain, je lirai encore autre chose qu'il y a eu dessous, un échange entre deux personnes que j'ai trouvé aussi très intéressant quand même. Il y a des petites choses avec la transmission, les descendants, et ça vaut le coup. Deuxième point, donc,
La Posada Espagnola. La Posada Espagnola, c'est quelque chose à quoi je suis attaché, mais de toute façon, je crois que n'importe quoi qui se trouve au niveau de la marine, je suis attaché. Et je suis attaché parce que ça a entraîné des discussions, toujours avec Annie notamment, parce qu'on a bataillé sur cette Posada Espagnola, notamment parce que je suis un peu têtu, et que je lui disais, mais la Posada Espagnola, elle est au niveau de la place Emra. Or, c'est vrai que si on veut être rigoureux, elle n'est pas au niveau de la place Emra. La place Emra, si j'ai bien compris Annie, tu me confirmeras, la place Emra, en fait, c'est la partie quand même qui est surélevée et qui se trouve au niveau de l'école et qui existe toujours donc, en fin de compte, la place Emra, au niveau de l'école qui est surélevée, où il y avait les arbres et ainsi de suite. Et c'est pas dessous, là où il y a la fontaine, par exemple, qui est espagnole et qui est ancienne, d'ailleurs qui n'existe plus. Hein. Donc, si on veut être vraiment super rigoureux, cette Posada Espagnola, quelque part, elle n'est pas au niveau de la place Emra. Elle est un tout petit peu à côté. Bon, enfin, bon, de mon point de vue, elle est quand même un peu au niveau de la place Emra. Mais du coup, je suis quand même assez attaché à ça. Mais alors, pour trouver les informations sur cette Posada Espagnola, c'est pas si évident que ça. Or, elle est quand même super vieille, super ancienne. Et j'avais réussi finalement à trouver des informations sur cette Posada dans ce livre là, qui s'appelle Oran. Annie me dit, oui, la place est la partie haute. En dessous, c'est la rue d'Orléans. Ben, je suis d'accord, j'ai bien compris maintenant, j'ai bien compris ton point de vue, qui est le vrai, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que quand on se retrouve avec des gens qui sont dessous, au niveau de la fontaine par exemple, c'est compliqué de dire bah, ils sont rue basse ou rue haute. D'ailleurs, je ne sais pas au niveau de la place d'Orléans, au niveau de la place Emera. Quand on est au niveau de la fontaine, par exemple, est-ce qu'on est rue basse d'Orléans ou est-ce qu'on est rue haute d'Orléans? Je ne sais pas. Hein. Il faudra me dire d'ailleurs où s'arrête la rue basse, où s'arrête la rue haute. Les gens qui habitaient au milieu, ils avaient quoi comme adresse? Est-ce qu'ils avaient 18, enfin pas 18, deux rues Place Emera, enfin deux Place Emera, ou est-ce qu'ils avaient deux rues basse Orléans ou deux rues hautes d'Orléans? Je ne sais pas très bien. Hein. Je ne sais pas, Soriano par exemple, il me semble qu'il était, il était en face de la place Emera, plus ou moins. Et il avait quoi comme adresse, lui? Et Vevnik qui me dit, et pendant ce temps, le lion se la coule douce sur son coussin. Ben oui, il est là-bas, tranquille. Alors, je l'ai un peu redressé aujourd'hui, même s'il est un peu penché, parce que mes filles, elles sont passées, elles me l'ont un petit peu baladé. Alors, Annie me dit, c'est la rue basse d'Orléans. D'accord. Donc, en fait, c'est ça, oui, d'accord. La rue basse d'Orléans va jusqu'à la rue Sainte-Marie, où il y a la rue haute qui démarre. C'est ça l'idée, à peu près? Donc, il y a ce livre-là qui a été écrit par un type qui est plutôt un amateur, hein, un historien amateur qui s'appelle Eugène Cruc. Et il est bien, et en même temps, il est léger. Il évoque à peu près tout, hein, il évoque à peu près tout là-dedans, tout ce qu'il peut y avoir à Oran de notable. Donc moi, j'étais super content parce que je survole toujours, hein, c'est rare que j'aille en profondeur dans des choses, je survole toujours, donc ce livre-là, il était parfait pour moi. Il y a les armoiries d'Oran, il y a le premier conseil municipal de l'hôtel de ville, le monument de Sidi Ibrahim, le théâtre, Châteauneuf, la mosquée du Pacha, la Posada, la vieille fontaine espagnole d'ailleurs au niveau de la truc. Voilà, d'accord, là il me dit c'est ça. Donc rue basse d'Orléans, qui contient la place Emera, et quand on arrive au niveau Sainte-Marie, c'est la rue haute d'Orléans. Bon, je me retiendrai ça. Bon, enfin, il est pas mal, mais à chaque fois, il n'y a que une ou deux pages. Heureusement, cela dit, dans la Posada Espagnola ici, il y avait une ou deux pages, mais enfin, j'avais quand même pas récupéré pas mal d'informations là-dedans. Et, et j'avais trouvé aussi quelques informations dans Alfred Salinas, qui a écrit Oran la Joyeuse. Et ça a une vraie mine d'or, parce que alors, lui, c'est la grosse mémoire, et lui, il était de la marine, sa grand-mère habitait rue de Joinville, c'est-à-dire la rue qui part de la place Emera et qui rejoint la rue de Lodi, puis la rue du Matelot Landini. Evelyneg me dit pourquoi est-ce que je ne vois pas tous les commentaires? Ben je ne sais pas, comme c'est de l'interactivité, que c'est de la connexion, tout le monde se retrouve avec sa connexion qui entre en jeu dedans. Et moi je te rassure Evelyneg, souvent je ne vois pas tous les commentaires non plus en direct, et pourtant je pense que je fais très attention, mais quand je revois le live derrière, je regarde les commentaires et je me dis, mais mince, c'est incroyable, il y a plein de commentaires que j'ai pas vus. Donc, des fois, ça marche comme ça. Hein. Donc, la Posada, c'est un truc qui est super vieux. Oui, qui est quand même super vieux. La trace plus ancienne qu'on arrive à voir, c'est 1774.
Ça veut dire que c'est la période espagnole, la deuxième période espagnole qui est entre 1732 et 1790. Il faut se rappeler que 1790, il y a un gros tremblement de terre qui détruit Oran, et Oran en 1790, c'est la marine, hein, il n'y a pas autre chose. Donc ça détruit ça. Mais en fait, il y a une période espagnole juste avant, et en 1774, ils appellent ça la maison municipale, ce truc-là. Alors je ne sais pas vraiment moi ce que c'est qu'une maison municipale. J'avais posé la question, je n'avais pas eu des réponses très formidables sur la maison municipale, donc je ne peux pas vous en dire plus. En revanche, il semble bien que ça s'appelle comme ça, parce qu'on retrouve dans des écrits ce terme-là qui est employé pour la Posada, maison municipale. Donc ça c'est 1774, et ensuite il faut se rappeler qu'il y a les Ottomans qui arrivent en 1792, il y a le tremblement de terre en 1790 qui détruit pas mal de choses, et 2 ans plus tard, il y a les Ottomans qui arrivent. Sauf qu'ils ne vont pas s'installer vraiment dans la marine en bas, du moins le gouverneur ne va pas s'installer là, il va s'installer au niveau de Rosalcazar, mais, chose assez surprenante quand même de mon point de vue, cette posada là, elle reste debout manifestement, donc elle a l'air d'être assez solide pour ne pas être détruite par le tremblement de terre, et elle va être utilisée comme maison par le bey Boukabis. Le bey Boukabis, je ne suis pas un grand spécialiste de ça, parce qu'il y a toute une succession de beys entre 1792 et 1831. Et puis il y a plein d'histoires entre eux, parce qu'il y en a plein qui s'assassinent les uns les autres. Donc il y a une grosse succession de bey comme ça. Et alors en 1810, il y a le bey Boukabis qui vont venir, enfin le bey Boukabis qui va venir s'installer en fait. Du moins, il va avoir une résidence là, dans la Posada Espagnola. Puis il va la transmettre à son fils, et jusqu'en 1830. Donc cette posada-là, c'est quand même une résidence secondaire ou principale, enfin pas principale, puisque c'est dans le palais du bey qu'il y a la résidence principale, mais ils ont une petite résidence là, au niveau de la Posada Espagnola, qui ne doit plus porter ce nom à ce moment-là, je pense, ou qui ne la porte pas encore, à vrai dire. Et en 1831, je vous rappelle, le 4 janvier 31, il y a les Français qui arrivent, et en fait, le bey, je ne sais pas trop ce qui devient, mais en tout cas, cette maison-là, elle est récupérée pas par un Français. D'ailleurs, elle est récupérée par un type qui est quand même assez connu, qui s'appelle Nathaniel Welsford, et c'est assez connu, c'était le vice-consul d'Angleterre là, et en fait, il est assez connu par tout le monde, du moins dans la marine, parce qu'il y avait les jardins Westfeld qui sont situés un petit peu en hauteur. Je ne sais pas trop comment dire ça, du côté de la Calère. La Calère, c'est la partie qui est un peu en hauteur, et la marine, c'est la partie qui est en basse. Et ben, j'allais dire entre les deux, mais un peu en hauteur et un peu en retrait, il y avait ce qu'on appelait les jardins Westfeld, c'est-à-dire les jardins de ce vice-consul qui devait avoir sa résidence là. Sauf que manifestement, cette résidence du vice-consul Westfeld, il a dû se la faire construire après, parce que en 1831, tout de suite, c'est le vice-consul qui récupère ça. À l'arrivée des Français, le bey Hassan vend la posada, qui n'en est pas encore une, à Nathaniel Westford, qui ne la gardera pas longtemps. Et j'ai pas plus de précision que ça, parce que dans Eugène Kruk, là, il n'y a pas plus de précision que ça. Ce que je sais, c'est que, tac, ça passe chez le vice-consul Nathaniel Westford, qui va se la garder pendant pas longtemps, apparemment, je sais pas, peut-être 1 an ou 2, le temps qu'il se construise un truc un petit peu plus haut. Et ensuite, qu'est-ce que ça devient? Je ne sais pas trop. On a quelques informations, 1830 et quelques. Alors, oui, me dit, le bey Boukabous, frère du bey Mohamed El-Kébir. Merci, oui, tu sais, je suis complètement perdu dans les beys, je ne me suis jamais penché là-dessus, parce qu'en fait, il y en a eu apparemment une bonne succession, là, et j'arrive jamais trop à savoir. Mais le bey Mohamed El-Kébir, celui-là, forcément, je le connais. Donc, je me rappellerai que Boukabous, c'est Boukabous, moi, est-ce que j'ai Boukabous, hein? Oui, c'est Boukabous, ouais. Boukabous qui est le frère donc du bey Mohamed El-Kébir. Et alors, c'est Westfeld qui récupère ça, et il la garde pas longtemps, et ça devient quelque chose qu'on appelle la maison de rapport de Donna Inès. Je vous le mets ici, là, maison de rapport de Donna Inès. Qu'est-ce que c'est cette maison de rapport? Ben, apparemment, ça a l'air d'être une maison close où il y a des prostituées et tout ça. Et il faut quand même se rappeler que Oran, en 1830, c'est probablement à 90% des militaires. Donc forcément, là au milieu, il y a des officiers. Ben, bon, ça a coupé, donc je me revoilà. Donc cette maison-là, la maison de rapport de Donna Inès, manifestement, c'est une maison de prostituées. Alors maison de rapport, moi, bêtement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je pensais que c'était des rapports un petit peu particuliers entre les dames et les messieurs, mais c'est pas vraiment ça. Je vous lis ce que c'est quand même.
sauf que je l'ai pas, ouais non je l'ai pas, ah oui c'est ça, une maison de rapport. Une maison de rapport, c'est un immeuble divisé en plusieurs logements, loué par un ou plusieurs propriétaires. Sa construction résulte d'une opération immobilière. Il est conçu comme un placement par le propriétaire. Ça veut dire qu'on a une grande maison construite par les Espagnols. Probablement, c'est, de mon point de vue, c'est la même origine que les patios, dont on avait déjà parlé l'autre jour, et qui dérivent pour une grande part des palais, entre guillemets, espagnols, c'est-à-dire des grandes maisons que tenaient certains personnages importants. Là, ben, la Posada, à mon avis, c'est pareil, c'était quelque chose d'important. Et ensuite, quand les Français arrivent, on va couper ça en petits logements et on va en faire des maisons de rapport, en l'occurrence. Alors, c'est quoi une maison de rapport? Dans le cas de la Posada Española, c'est, de manière générale même, c'est en fait un immeuble de plusieurs étages et chaque étage va avoir un rôle bien particulier. Et dans le cas de la Posada, le rez-de-chaussée, c'est une auberge. Le premier étage, il y a des chambres de location et l'ensemble est construit autour d'une cour. Voilà, c'est en général, c'est comme ça. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que donc dans Eugène Kruk là, il a réussi à retrouver, lui, un petit document où il y a un officier français qui fait la description de ce qu'est l'intérieur de la Posada Española en 1830, quand c'est cette maison de rapport là. Alors il écrit, lui, le couloir d'entrée est éclairé par une ravissante lanterne mauresque à vitrail de couleur et frangée de chaînettes d'argent terminées par des croissants de même métal. Le plafond du salon, en bois de cèdre sculpté, est semé de rosaces, de fleurs, de fruits et de poissons inédits peints en couleurs voyantes relevées d'or. Un lustre à bougies et des appliques arabes en composent l'éclairage. Dès l'entrée, un frais patio pavé de marbre avec vasque centrale accueille les clients. À l'étage, il y a de nombreux appartements dont les fenêtres sont protégées par d'élégants grillages en fer forgé. Et on a des chambres discrètes garnies de tapis et de traversins de brocart, alcôves et glaces. Bon, autant dire que ça a l'air d'être une maison vraiment très particulière, très belle, très raffinée quand même si ça a l'air d'être aussi spécial puisqu'on a des chambres discrètes garnies de tapis, de traversins, de brocart, alcôves et glaces. Bon, à mon avis quand même, il se passe des choses qui ne sont pas très recommandables. Là-dedans, c'est une maison où il y a des prostituées et probablement qui est faite pour les militaires, on est en 1830. Bon. Et alors après ça, j'ai strictement plus aucune trace de rien. Plus aucune trace de rien. Je ne sais pas ce qu'elle devient entre 1800, je sais pas, 1840 et 1930 à peu près. Je pense qu'elle continue d'être d'être une auberge, d'être un restaurant, d'accueillir des clients, d'avoir des chambres et tout ça, mais j'ai strictement aucune trace et j'arrive pas à trouver d'informations là-dessus. Les seules informations que j'arrive à trouver, c'est des trucs complètement périphériques, je vous en ai d'ailleurs parlé hier, c'est le restaurant de monsieur Albéric Emra. On est en 1930 et quelque chose comme ça, et lui, Emra, alors j'ai été étonné quand je suis tombé là-dessus, puisque la place où il y a la Posada, enfin d'un côté, on ne va pas chipoter, la place, elle s'appelle Emra. Donc manifestement, Albéric Emra, il a dû donner son nom à cette place, et lui, c'est autour des années 30, il tient un restaurant, donc la Posada, là, c'est un restaurant en bas, tenu par ce Albéric là, qui en fait est le grand-père, si je ne me trompe pas, je vais essayer de ne pas dire des bêtises quand même, il me semble que le grand-père, c'est ça, c'est le grand-père de Marguerite d'Aubraine. Marguerite d'Aubraine, dont je vous ai parlé hier un petit peu dans Camus, puisque c'était une amie de Camus qu'il retrouvait, lui, en 1937, quand ils avaient leur maison à Alger, là-bas. Et en fait, donc, quand Camus venait passer quelques week-ends à Oran, ben, je ne serais pas étonné qu'il passe manger quelques petits calamars farcis au niveau de la Posada Española que tenait le grand-père de Marguerite d'Aubraine. Albéric Emra, donc c'est ça. Et ensuite, apparemment, la seule info que j'arrive à trouver ailleurs, c'est la Posada de monsieur Clemente Aranda. C'est-à-dire que bah, c'est un type, et j'ai aucune information sur lui, mais clairement, c'est plus Albéric Emra, c'est à Clemente Aranda, qui doit tenir pareil un petit restaurant, et ça fait auberge, puisque ce truc-là, c'est une auberge. Et j'ai tout petit truc, parce qu'il a fait un don
à l'Oxylo-Social d'Oran. Voilà, c'est le seul truc que j'arrive à trouver. Donc ça reste un petit restaurant, une petite auberge. Et au niveau des photographies, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pareil, c'est très rare. Ce qui est intéressant, c'est que si je vous jetez un œil sur un film qui s'appelle Escale à Oran, et qui dure une vingtaine de minutes quand même, et qui était fait clairement pour les Français. Probablement que c'était diffusé dans les salles de cinéma en France avant le film. Il y avait toujours les informations et tout ça dans les années 50. On arrive à avoir un petit bout de la Posada Española qui ressemble à ça. Ça, c'est tiré du film. Et on voit qu'il y a une partie hôtel et qu'il y a une partie restaurant. Et on voit des gens là qui attendent manifestement le bus. Bon, des photos comme ça, là, c'est très dur à trouver. Parce que la seule chose que j'avais jusque-là avant, c'était dans Eugène Cruc, où il donne un tout petit dessin de rien du tout, qui se trouve en bas là. Donc je vous le mets ici en espérant que ce ne soit pas pixelisé. Mais voilà, on a ce tout petit dessin ici, là, de la Posada Española. C'est très dur d'avoir des renseignements sur ça. Or, ça avait l'air d'être quand même quelque chose d'assez spécial dans le paysage de la marine, en tout cas, et qui en plus a une histoire qui est vraiment très longue. Alors en plus de ça, pour finir, j'avais vu dans Eugène Cruc, là, qu'il disait, alors je vais essayer de me le lire directement chez lui d'ailleurs, ce qu'il en reste comme trace, c'est au musée Zabana, apparemment au musée Zabana, il explique, tac, 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 mais on peut voir encore aujourd'hui. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui, ça date de 1950, je sais pas combien, ça date de 1950 et quelques, ce truc-là, je saurais plus dire, je pense 1956 peut-être, quelque chose comme ça. Mais on peut voir encore aujourd'hui, mise à l'abri au musée de Maët, c'est-à-dire le musée Zabana actuellement. Alors Annie me dit qu'elle a existé jusqu'en 62, mais après, je ne sais pas. Alors lui, il dit, mais on peut voir encore aujourd'hui, mise à l'abri au musée de Maët, boulevard Paul Doumer, la lourde porte extérieure, ferrée de clous à grosse tête et d'une serrurerie massive, ainsi qu'une dalle de 300 kg retrouvée enfouie devant l'entrée. Elle porte les armoiries sculptées de Charles III, roi d'Espagne. Cet écu armorial aurait orné la façade de la maison municipale, construite en 1774 sur l'ordre du général espagnol Alvarado, alors gouverneur d'Oran. Alors je ne sais pas très bien où en est le musée Zabana, moi j'ai vu passer ça aujourd'hui, non hier, j'ai vu passer ça, je l'ai partagé aujourd'hui. Apparemment il y a une réorganisation des réserves du musée national d'Ahmed Zabana. S'il y en a qui savent si à l'intérieur de ce musée-là, il reste la première porte de ce qu'on n'appelait pas encore la Posada Española, mais qui s'appelait la maison municipale, ben je suis preneur de voir quelques photos de ça. Apparemment, il reste la porte et il reste une espèce de grosse dalle de 300 kg qui se trouvait en bas et où il y avait les armoiries. Donc voilà pour la Posada Española. S'il y en a qui ont des renseignements plus précis sur ce qui se passe quand même, il me manque un siècle, rien que ça, hein, entre 1840 et 1930, je suis preneur parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle devient, cette Posada Española. Bon, dernier point, l'écho de l'Oranie. J'ai reçu un petit message d'une personne qui est responsable de l'écho de l'Oranie et qui a lu l'article Guérir à Oran, qui continue de faire son petit chemin. C'est quand même un article qui est étrange, hein. Je pense que à chaque fois, je suis obligé de me le relire pour me dire, mais qu'est-ce que les gens ont trouvé là-dedans qui fait que ça bouge, qui fait que ça bouge autour de cet article. Je ne sais pas, évidemment, il y a tout un parcours, mais je n'arrive pas à savoir ce qui a pu toucher exactement les gens là dans ce truc. Toujours est-il que l'écho de l'Oranie, évidemment, c'est archi connu, en tout cas du côté Pied Noir, c'est archi connu, parce qu'il y en a plein qui sont abonnés à ça. Et ils ont quand même à l'intérieur une rubrique pour les enfants depuis quelques années qui avait été initiée par Claude Raymond, qui était donc la directrice jusqu'en 2013. Je crois qu'elle est décédée en 2013. Et ils ont une rubrique pour les enfants. Mais quand j'avais eu Claude Raymond au téléphone il y a 3 ans, je lui avais dit, cette rubrique pour les enfants, moi je ne la trouve pas crédible. Parce que, de mon point de vue en tout cas, elle ne montrait pas ce que pouvait être le parcours d'un enfant de Pied Noir, souvent, pas toujours évidemment, parce qu'il y a toujours des cas, hein, il y a toujours des différences partout, mais enfin, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai croisé pas mal d'enfants de Pied Noir qui ont eu un parcours similaire au mien, dans le sens où ça a d'abord été, j'allais dire, la découverte
de l'Algérie par la famille, puis la découverte de l'Algérie par l'école, et ça quand même c'est pas négligeable, ce qui fait que les gens sont perturbés, ce qui fait que bien souvent ils rentrent un petit peu en conflit avec leur famille, puis derrière, en tant qu'adulte, il arrive que de temps en temps, lorsqu'il y a une personne qui décède, tac, l'Algérie remonte, puis il y a le désir quand même chez beaucoup d'enfants de pieds noirs d'aller en Algérie, et il y a des morceaux qui, dans tous ces témoignages-là, ne sont jamais évoqués parce que la ligne éditoriale de l'écho de l'Oranie, c'est pas celle-là. Et donc, j'avais dit à Claude Raymond, moi je ne peux pas aller dans cette rubrique-là si je ne parle pas de l'Algérie actuelle et tout ça. Donc là, j'ai discuté un peu avec une dame de l'écho de l'Oranie qui m'a dit d'envoyer l'article et puis qu'il verrait bien si, en fin de compte, il publierait ou s'il couperait les passages et tout ça. Bon, mais j'espère juste qu'ils ne vont pas couper les passages où j'explique, mais alors j'explique mais en trois lignes, qu'il y a quand même eu un conflit familial et que ce conflit familial, il a été crucial et qu'il existe chez pas mal d'enfants de pieds noirs et qu'ils ne vont pas couper toute la partie où, évidemment, je parle des Algériens, de mon importance pour moi d'aller en Algérie parce que c'est quand même d'aller en Algérie qui m'a permis de me guérir de ce problème-là. Donc voilà, peut-être bientôt dans l'écho de l'Oranie, Paul Souler guérira au rang. Hein, n'hésitez pas à le faire partager à tous vos amis si jamais vous voyez passer ça, parce que j'aimerais bien avoir des retours aussi bien de pieds noirs que d'enfants de pieds noirs, parce que j'en ai régulièrement, mais si je peux en avoir par l'écho de l'Oranie, je serais pas mécontent. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour ce live. Je vous remercie d'avoir été présent, quelques petits spectateurs aujourd'hui. Je vous salue, on se retrouve demain à la même heure, 19h heure française, 18h heure algérienne. Et Lyon, qui est resté bien sage sur son petit coussin, vous salue, je vous salue aussi. Et je vous dis à demain, ciao.